cette organisation secrète qui, obéissant aux instructions du Mossad, qu'on appelle les Sayanim, qui sont des milliers, qui sont bien infiltrés dans la société. Des gens qualifiés souvent. Voilà, qualifiés, et qui se sentaient avoir le pouvoir d'imposer leur point de vue. Imposer leur point de vue, pas de manière légale, libre, publique. Non, nous avons le pouvoir de vous faire taire. Bonjour Jacob Cohen. Bonjour Stéphanie. Je suis ravie de vous accueillir, on peut se dire tu ? Oui, bien sûr. Je suis ravie de t'accueillir sur Tribune Libre pour la sortie du Printemps des complotistes. Ben moi aussi, ça me fait très plaisir d'être sur Tribune Libre avec toi Stéphanie. C'est un plaisir partagé. Ouais. Le Printemps des complotistes, avant peut-être leur été, on ne sait pas. Mais bon, on sait qu'ils ont connu un long hiver. L'automne. L'automne, exactement. Moi, j'aimerais bien que ce soit l'automne le prochain. Alors, affaire à suivre, comme on dit. Ce livre, je dirais, moi, personnellement, que c'est une compilation de tableaux dont certains sont dialogués. Ce sont des tableaux qui permettent de mettre en scène des protagonistes parfois aux idées extrêmement différentes. Ça remet à l'honneur le débat d'idées, le débat contradictoire, la conversation, la joute verbale, la voix divergente acceptable, la voix dissidente remise enfin à l'honneur et qui peut enfin s'exprimer. Ma première question, elle est simple. Qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire un tel livre ? Le hasard. Le hasard ? Le hasard de l'inspiration. En fait, c'est vraiment voilà. Au départ, il y a des livres qu'on pense pas pouvoir écrire. Par exemple, je me souviens, j'avais fait un roman où je me mettais dans la peau d'une jeune fille de 16 ans marocaine. Au départ, c'était le hasard. Parce que si je m'étais dit, je vais faire ça, je me serais dit, non, c'est pas possible, il y a trop d'obstacles. L'ingénu à l'Institut du monde arabe. Mais celui-là, c'était le hasard. C'est-à-dire, je voulais un livre où je pourrais exprimer mes idées, mais je voulais une espèce de pot-pourri, de trucs, un peu... La première, c'était une pièce dialoguée, qui était Élection Péjacon, et je pensais intercaler des parodies de reportages, des parodies de correspondance. Mais finalement, j'ai écrit la pièce radiophonique, et puis je ne trouvais pas, donc je me suis dit, tiens, je vais faire un dialogue en attendant. Puis j'ai cherché quelque chose à mettre entre les deux, et je ne trouvais pas. Peut-être que je ne cherchais pas beaucoup non plus. Et donc finalement, au bout de 4 ou 5 dialogues, je me suis dit, bon, ça va être des dialogues. Mais c'était vraiment l'inspiration, voilà. Et je lui en suis reconnaissant d'ailleurs. Oui, parce qu'il inspire le prochain roman, je crois. Oui. C'est très bien. D'ailleurs, le hasard, tu dis le hasard, mais le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito, disait Albert Einstein. C'est possible, hein, enfin, mais bon, je compte pas beaucoup là-dessus. Oui. Mais je sais qu'il y a quelque chose, peut-être pas de divin, mais moi que je considère qui ne relève pas du naturel, du surnaturel. Voilà. Il y a certainement quelque chose de surnaturel qui échappe à l'humain, qui échappe à la rationalité humaine. Et donc, je crois l'avoir expérimenté aussi, c'est-à-dire des rencontres comme ça, des flashs. Et je me dis, il y a quelque chose, voilà. D'ailleurs, à propos de Dieu, tu es plutôt Woody Allen quand il dit si Dieu existe, j'espère qu'il a de bonnes excuses. Ou il faudra qu'il rende des comptes. Voilà, oui, ça, j'ai trouvé ça super, oui. Mais ça reste valable aujourd'hui. Ah, tout à fait. Non, mais c'est-à-dire, en fait, bon, ça va à l'encontre. Les philosophes vous diront, ou les religieux vous diront, mais justement, c'est ça le truc, c'est que vous avez le choix de faire du bien ou le mal. Et donc, vous serez ou récompensé ou puni. Donc, Dieu vous donne le choix. Oui. Sauf que, disons, Dieu n'a pas fait beaucoup d'efforts pour faire de l'humain quelqu'un de raisonnable, de logique.
l'humain est vraiment... bon, je n'irai pas jusqu'à dire quelques mots grossiers. Il en a fait un être imparfait, peut-être, pour qu'il vive une expérience terrestre et qui... Non, mais trop imparfait. C'est-à-dire que l'humain, pour moi, en tout cas, j'espère l'avoir un petit peu laissé entendre dans certains dialogues, il est irrécupérable. C'est-à-dire qu'il a beau recevoir des coups sur la tête, par exemple les élections, par exemple les déceptions politiques, etc., ben, il n'y a rien à faire, il y retourne. Et la guerre, il fait des guerres, puis après il dit c'est pas bien la guerre, etc. Vous savez, tu sais que la Première Guerre mondiale, elle a été tellement atroce qu'il l'avait surnommée la der des der. Oui. Donc ils ont dit ça y est, c'est fini, c'est terrible. Mais malheureusement, l'homme, il est comme ça et il est irrécupérable. Pour moi, c'est plus Voltaire que Rousseau. Ah, peut-être, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, je suis plutôt célinien, voilà, peut-être. Célinien. Voilà, donc ça, c'est fort, parce que juif et célinien, ça ne va pas forcément toujours moi, je suis ensemble. un grand célinien. Hein. Oui. Ah oui, moi, de toute façon... Mais sans provocation aucune. Ah, moi, j'adore les provocateurs. Je l'aime aussi parce qu'il est un provocateur et qu'il faut provoquer et que personne ne doit être à l'abri de la provocation. Il n'y a aucune raison qu'on mette certains par rapport à d'autres. Il n'y a aucune raison. Voilà. Moi je suis. S'il y a une vraie liberté, ben, qu'elle s'applique à tout le monde. Voilà. Donc tu dis il faut oser l'audace, la provocation. Et puis là, il y a des formules extraordinaires. Enfin, oui. Céline, on tombe sur une phrase, c'est pas possible. On a tellement envie de retenir toutes ces. Genre une phrase, il a des combinaisons, il trouve des combinaisons fabuleuses. Il était très talentueux. Après, certains lui en veulent pour certains de ses propos. Mais comme tu dis, la vraie liberté, c'est ça. Moi, je ne lui en veux pas. Hein. Enfin, je veux dire, l'excès est aussi. Non, l'excès est toléré dans certains domaines et par rapport à certains aussi. En fait, l'excès, c'est une sorte de. Ça dépend du temps, ça dépend de la période, c'est en fonction. Voilà. Il y a des périodes, où on a tapé beaucoup sur les Juifs, au XIXe siècle, il y avait même un parti antisémite, etc. Et puis après, on est retombé dans une, dans une prudence extrême, mais moi je trouve que c'est très bien quand c'est la liberté, puis quand il y a du talent. Je vais te dire une chose, le Canard enchaîné, il est connu pour ses idées. Oui. En 1938, il avait fait une critique positive de Bagatelle pour un massacre. Donc, ça veut dire qu'il a retenu le talent et la critique mortelle. Voilà. Et il ne s'est pas arrêté parce qu'il a touché tel ou tel. Voilà. D'accord. Donc toi, tu es plutôt même compatible avec des intellectuels comme Alain Soral. Ah, tout à fait. Oui, oui. Avec tout ça, au contraire, moi, c'est plutôt un moment donné de ma vie, peut-être il y a un moment déjà, j'ai été tenté par les idées extrémistes. C'est-à-dire, j'aime les gens. Enfin, j'ai aimé les idéologies ou les personnages ou les romans qui allaient au bout de leurs convictions, de leurs idées, sans se retenir, sans être, disons, se retenir par des principes moraux ou des prudences verbales, etc. J'aime les gens engagés, presque radicaux. Ou radicaux, engagés, et ceux qui trouvent des formules mortelles, certes, qui tuent, mais elles ont de la valeur, Qui tue au sens intellectuel ou physique ? Bien intellectuel, sûr, bien sûr. Car tu es un intellectuel. Je préfère le préciser. Donc finalement, ce livre, qui pour moi est un ensemble de tableaux, comme si on est allé à une exposition et on découvre des protagonistes qui sont en plein débat d'idées, qui parfois se frottent, ne sont pas d'accord, ce qui est compliqué aujourd'hui, depuis notamment l'épisode Covid. Ce livre est un exutoire pour toi et pour le lecteur ? Alors, un exutoire, oui, on peut le dire. J'ai l'impression que j'avais pas mal d'idées et que je ne réussissais pas à les exprimer. J'ai l'impression que je ne suis jamais arrivé. C'est un accouchement. Voilà, à les mettre en valeur ou à les mettre à plat ou les offrir. Et les dialogues m'ont offert cette possibilité.
et en même temps de le dire avec franchise et en poussant jusqu'à l'extrême sans... Enfin bon, c'est pas que j'ai peur de m'y engager personnellement, mais disons, il y a cette liberté. La fiction donne une grande liberté à l'auteur, donc il peut toujours se réfugier derrière le personnage pour leur faire dire ce qu'il veut. Et oui. Et on peut toujours dire, c'est pas moi. C'est lui, voilà. C'est le personnage qui l'a dit. Comme un comédien. Et effectivement, ça m'a permis d'aborder pas mal d'idées qui me trottent dans la tête et que j'aurais pas pu exprimer autrement. Par exemple, le genre, quand le jeune cadre qu'on va transformer en chasseur de GPA. Bon, mais en passant par comment dire, la rubrique homo, etc., j'aurais jamais eu l'idée d'en parler dans une vidéo ou dans un texte. Voilà, donc ce sont des choses qui m'ont permis d'aborder des sujets sur lesquels j'ai des idées personnelles. En général, mes idées, c'est plutôt de me moquer de ce qui se passe. Voilà. Donc, parce qu'il se passe quand même des choses, enfin le conformisme, etc. Et donc ça permet de le faire, j'espère, avec un peu de dérision et d'humour. Voilà. Ça te permet d'aller hors des sentiers battus. Voilà. Et voilà. Parce que je pense que l'humain, il faut le prendre comme ça, parce qu'il est tellement pathétique. Mais on en parlera peut-être que voilà, il est tellement pathétique qu'un peu de dérision, ça fait du bien. Tu pourrais être le cousin de Woody Allen finalement. Je pourrais, oui. Tout à fait. Sauf peut-être, j'espère ne pas avoir vieilli comme lui. Oui, voilà. Sur certains plans. Ses relations familiales, effectivement. Donc on peut résumer, c'est un livre qui traite de la schismogenèse sous toutes ses formes. C'est-à-dire les débats sur les communautés religieuses, sur les croyances mais pas seulement en Dieu, dans les informations, c'est aussi les appartenances politiques. Pour toi, c'est un livre politique également. C'est-à-dire la dimension politique a été... Bon, moi je suis un politique, c'est vrai. Tout est politique finalement. Oui, mais il y a, je crois qu'il y a au moins 3 dialogues sur 12 qui parlent uniquement de politique, c'est-à-dire les partis politiques. Il y en a même 4. La politique pure, on va dire. Voilà, la politique pure ou la politique politicienne. Voilà. Il y a 4 dialogues. Voilà. Et moi, il y a une chose qui m'intrigue de plus en plus. Oui, bien sûr. C'est la servitude volontaire, la soumission des peuples à un pouvoir. Et ça fait 2 siècles que ça dure, et la même farce continue. Sous d'autres formes? Non, sous la même forme à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, et pourtant, Dieu sait si on les a avertis. C'est-à-dire, moi je ne suis que le continuateur avec moins de talent. Mais par exemple, je donne un exemple, Octave Mirbeau, en 1860-70, est celui qui a écrit le journal d'une femme de chambre, qui a fait la pièce de théâtre Les affaires sont les affaires, et qui a dénigré, qui a massacré le phénomène électoral, donc déjà à l'époque. Et oui. Et donc c'est vieux. Et on a averti les gens, on leur a dit tout le mal qu'on pouvait penser de ce système. Représentatif. Oui. Qui est une façon de se laisser déposséder de son pouvoir personnel, de sa souveraineté. Oui, mais le fait, c'est que, en fait, l'homme croit qu'il a cette liberté de choisir. En fait, il ne l'a pas. C'est une illusion. C'est une illusion, mais c'est par la pratique qu'on le sait. C'est pas parce que l'homme aurait pu choisir s'il avait été intelligent, lucide, raisonnable, cohérent, courageux. Bien sûr. Il aurait pu dire cette classe politique ne m'intéresse pas, allez hop, du balai. Mais seulement il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il est soumis. C'est un esclave dans la mentalité, dans la tête. C'est la nature qui l'a fait comme ça. C'est-à-dire la nature a fait la majorité de l'humain, de l'espèce humaine, dans une société. C'est un constat que je fais. J'ai pas fait d'études d'anthropologie ou je sais pas quoi, qui a fait que une grande majorité d'une société humaine, elle est servile. Elle accepte le pouvoir, elle accepte la domination, elle se soumet, bien qu'elle sache que c'est dégueulasse, les gens qu'elle va élire, ils vont la tromper, mais elle le fait quand même. Et depuis 50 ans, on a une preuve flagrante en France
depuis Mitterrand, de cette obstination dans la dépendance spirituelle, intellectuelle. Et à chaque fois, ils se disent « Oh là là, on s'est fait avoir ». Mais, et en 2027, je vous fais le pari qu'on élira un clone de Macron et qu'on le regrettera 6 mois après. Bien et sûr. Ça, c'est un phénomène qui me fascine et j'ai tenté de le cerner, voilà, en faisant parler des personnages, etc. Et enfin voilà, mais sans me faire d'illusions. Hein. Bien sûr, ce serait comme une femme battue qui ne pourrait pas quitter son mari maltraitant. C'est la même chose. Et puis on peut même imaginer que si une partie du peuple se réveille sur la fraude électorale ou les élections pièges à con, comme tu dis, on peut imaginer qu'il y a aussi moyen de truquer les élections. Ça, c'est le deuxième piège. Oui, mais en général, on ne les truque pas. Il n'y a même pas besoin. On n'en a même pas besoin. Il y a des gens très intelligents, vraiment, c'est-à-dire, enfin, une intelligence extraordinaire, mais qui vont accepter de voter Macron, par exemple. Et lorsqu'ils ne voteront pas Macron, ils vont voter Édouard Philippe ou Gabriel Attal. Alors que... Parce qu'ils diront que c'est le moins pire des choix, si on leur met quelqu'un... Non, parce qu'il leur faut un maître. Oui. Et un maître du système. Ils ne peuvent pas imaginer voter pour quelqu'un qui va bouleverser le système. Par exemple, j'ai cité un exemple concret dans un dialogue. Vous donnez au peuple, le peuple français, il peut faire la différence entre Jean Lassalle et Macron. Oui. C'est-à-dire, si vous demandez aux gens qui est le plus honnête, qui est le moins lié au capitalisme international, etc., toutes les qualités humaines vont aller vers Jean Lassalle. Mais il ne sera pas élu. Pourquoi ? Parce que le peuple, inconsciemment, il veut un maître qui manie le fouet, un fouet symbolique. Oui, voilà. Jean Lassalle, il est trop gentil. Jean Lassalle est un oncle bienveillant. Et c'est pas ça qu'ils veulent, les gens. Bien sûr, ils vont pas le dire. Non. Mais moi, je suis allé jusqu'à une fois traiter le rapport électoral d'un rapport SM, Sadomaso. C'est ça. Évidemment, c'est symbolique, mais il y a de ça. Parce que comment expliquer, par exemple, revenons à Mitterrand. Mitterrand, pendant 5 ans, de 83 à 88, il a inversé le système. Il a introduit tout ce qu'on vit aujourd'hui. Il l'a lancé. Il était machiavélique. Oui, mais les gens le savaient. Il suffit de regarder les vidéos de Coluche et des proches de l'époque. Ils tapaient sur les socialistes, on ne peut pas s'imaginer. Oui. Eh bien, ces gens-là, et la gauche, c'était autre chose à l'époque, dans les années 80, c'était des gens costauds. Il y avait 15% de communistes. Donc les gens connaissaient le traître qui les menait vers cette société-là. Et pourtant, ils ont voté pour lui, alors qu'ils avaient le choix. Ils auraient pu voter pour un autre au premier tour. Eh bien non. Et donc, rationnellement, on peut se taper la tête contre le mur, on ne trouvera pas de solution. Moi, j'aimerais que des gens, je ne sais pas moi, des neurologues ou des psychiatres, parce que ça ne relève pas de la rationalité, ça relève de quelque chose d'autre. Moi, je pense que c'est plutôt... Mais j'ai pas comment dire, j'ai jamais fait de recherche particulière pour le démontrer, mais ça relèverait plutôt, vous savez, dans la nature, dans toutes les espèces, il y a ce phénomène du chef. Chez les humains, il y a là où il y a une société humaine, il y a toujours une élite qui s'est manifestée. Quelle qu'elle soit, la question n'est pas là. Et quand il y a un renversement, on renverse une élite par une autre, et le peuple suit. Bon, jusqu'en 1830 à peu près, il n'avait pas le choix, parce que il y avait un monarque, etc. Mais Tocqueville, c'était un fervent partisan du suffrage universel. En 1830, il écrivait ça, on lui disait... En fait, tu t'imagines, si on donnait le droit de vote aux gens, ils vont nous balayer. Il leur disait, ne vous en faites pas, ils vont voter comme on leur dira de faire. Il a compris. Bien sûr. Et la réalité lui a donné raison. Et donc, moi, à la limite, ce que je trouve presque pathétique,
c'est que là maintenant on rentre dans une année électorale. Oui. Et tout le monde fait comme s'il y avait un suspense extraordinaire. Alors qu'il n'y a rien. Non. Et on va élire un clone de Macron. Oui, il le cherche d'ailleurs. Il cherche lequel est le meilleur candidat. On va l'élire. Oui, N'importe qui. On peut faire la liste. Les 5 ou 6. C'est le même. Donc, et tout le monde joue le jeu. Tout le monde fait semblant. Personne ne dit le roi est nu. Alors que le roi est nu. On devrait dire aux gens, réveillez-vous, ne vous faites pas avoir. Un an d'énergie à dépenser pour pas grand-chose. Voilà. Moi, à la limite, ça m'amuse. C'est-à-dire, au fond, j'ai fini par m'en amuser. Voilà. Prendre du recul, il vaut mieux. Beaumarchais disait. Sinon, on s'énerve. Je préfère. J'ai oublié le formulation exact. Mais il vaut mieux que j'en ris plutôt que d'arriver à en pleurer. Parce que c'est vrai que c'est dramatique, mais il vaut mieux en rire. Parce que finalement, l'homme est bon, au fond. C'est la grande comédie humaine. Voilà, la comédie humaine. En parlant de comédie humaine, tu es donc passé par la franc-maçonnerie, ce n'est un secret pour personne. D'ailleurs, ton premier grand succès, c'est le printemps d'Essai à Nîmes. Il y a une phrase intéressante dans ton livre, tu dis, un de tes personnages, pas toi bien sûr, tu dis, pour les profanes, tous les francs-maçons sont pareils. Moi, je n'ai jamais mis les pieds dans une loge, mais je suis persuadée que c'est vrai. Que tous les francs-maçons ne sont pas pareils, en fait. Pas du tout. Non, c'est impossible que tout le monde soit pareil. Les obédiences bien sûr. Sont différentes. Par exemple, quand on dit les francs-maçons sont pour l'euthanasie, pas tous. C'est pas vrai. Il n'y a que le Grand Orient qui est pour l'euthanasie. Mais les autres, ils ne sont pas. Ils ont même, par exemple, la Grande Loge de France, c'est une obédience où il est interdit de parler de sujets profanes pendant les tenues. Et oui. Donc, il n'y a qu'en Grand Orient et d'autres petites obédiences, mais enfin, c'est pas la peine de les citer, où on parle, par exemple, de tout, d'euthanasie, d'avortement, etc. On en fait des sujets de discussion. À la Grande Loge, et d'ailleurs, la Grande Loge impose la croyance à un être suprême. Oui, c'est ce que tu dis. Tu dis à la Grande Loge de France, voilà. C'est costume sombre, chemise blanche et exit la fantaisie et croyance obligatoire en un créateur. Voilà. Tu dis à l'inverse, au Grand Orient, c'est les copains fêtards d'abord et exit la spiritualité. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment ces deux mondes. Ça n'a rien à voir. Ah oui, et moi si j'avais connu, moi je suis allé au Grand Orient, mais si j'avais connu la Grande Loge, bon peut-être j'aurais pas eu les mêmes expériences, etc. Tu aimais faire la fête peut-être à l'époque Tu aimais faire la fête? J'avais aucune idée, mais seulement le Grand Orient, il acceptait les candidatures spontanées. D'accord, sans recommandation, sans parrainage. Alors qu'en principe, pour entrer en franc-maçonnerie, il faut être parrainé. Mais le Grand Orient, à l'époque, il avait déjà ouvert, il veut avoir le nombre. Donc il acceptait les gens qui faisaient une candidature spontanée. Tu confirmes qu'il y a une influence très forte de certaines obédiences sur la classe politique française? Alors, je pense que cette influence, elle a beaucoup politique, elle a beaucoup baissé. Elle était très forte. Même avant la Deuxième Guerre mondiale, était très forte dans les années 50 et 60. Et petit à petit, j'ai pas cette impression que... Par contre, ils ont une influence au niveau des idées sociétales. Voilà. Mais les gens confondent... En maçonnerie, ça veut dire on se crée, c'est pas parce qu'on est franc-maçon que si on va en justice, on va avoir des privilèges, etc. C'est pas vrai. Pas vrai. Ça dépend à quel degré on se situe? Non. Même pas? Non. À l'intérieur de la maçonnerie, et là je l'ai appris à mes dépens. Quand j'ai publié mon premier roman qui s'appelle Les Noces du Commissaire, j'ai eu des contacts. À l'époque, j'étais déjà maître et j'avais quelques contacts et on m'a mis avec des contacts très intéressants dans les médias. Et je ne suis pas arrivé à percer. Et bon, c'est pas la peine de raconter en détail, mais je ne suis pas arrivé. Ça m'a fait réfléchir. Mais pourquoi? Moi, je pensais que voilà, on arrive avec chez même. Ah oui, bien sûr. Les portes s'ouvrent, c'est pas vrai du tout, du tout. À l'intérieur du Grand Orient, il faut se créer comment dire, des liens, des allégeances. C'est tout un travail. Il y a des gens qui sont faits pour.
Par exemple, il y a des gens qui rentrent et puis après ils commencent à aller à telle réunion. C'est savoir réseauter. Voilà, réseauter, voilà. Si on ne réseaute pas, 80%, 90% des francs-maçons ne réseautent pas. Ce qui les intéresse, c'est la routine. C'est une routine de 2 fois par mois. Ils font semblant de s'intéresser aux travaux, au discours, etc., à la planche. Et puis après, ils font surtout un repas, les agames. C'est ça qui les intéresse. Puis c'est tout. Par contre, il y a une minorité, mais là, ça réseaute. Et si j'avais, pour entrer dans ces... Il aurait fallu que je rentre avant et que je développe des contacts, etc. Et donc, c'est pas parce qu'on est franc-maçon que les portes s'ouvrent, c'est pas vrai. C'est plus complexe que ça. C'est un paramètre, mais ça ne suffit pas. Voilà, il faut le travailler. Voilà. Ouais, et moi, je l'ai vraiment appris à mes dépens que si j'ai échoué à avoir, par exemple, des contacts avec des éditeurs ou à faire connaître mes livres, etc., j'ai échoué totalement, lamentablement. Pourtant, j'étais déjà franc-maçon depuis 10 ans. Et j'avais des contacts. J'avais même un contact au Conseil de l'Ordre, comme le gouvernement. Donc, mais ça ne suffit pas. Il faut réseauter, il faut développer, il faut inviter à déjeuner. Les francs-maçons aiment les repas, c'est comme ça, voilà. Il faut inviter à déjeuner. Il faut rentrer dans le jeu. Voilà. Il faut régaler. Voilà. Tu disais que tu as pu être mis sur la touche, mais peut-être parce que tu abordes des sujets un petit peu clivants, un peu sensibles. En franc-maçonnerie ? Alors franc-maçonnerie et sionisme surtout. Ah non, à l'époque, j'étais pas du tout... Dans ces sujets-là? Non, j'avais mes idées, oui, mais je les exprimais pas. D'accord, donc c'est pas ça qui a bloqué? Non, pas du tout. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, et donc je n'étais membre d'aucune association, enfin, en dehors de la maçonnerie, et donc je n'avais pas les moyens de d'exprimer mes idées, de telle sorte que lorsque la loge judéo-sioniste a été créée en 2002, ils sont venus me voir en me disant « Mon frère Jacob, on va créer une loge pour défendre Israël, etc. » Ils ne connaissaient pas mes idées. Donc, ils sont mal tombés. Voilà, ils sont mal tombés. Donc j'ai pu pénétrer cette loge pour voir ce qui se passait et en faire un élément central de mon livre « Le printemps des Saïanis ». Oui, ça a été un poste d'observation fabuleux. Voilà. Mais incognito. Parce qu'à l'époque, personne... Et moi, en général, je n'aimais pas trop dévoiler mes batteries, voilà. Quand j'ai affaire à des juifs... tu es discret. Je suis discret. Donc, voilà. Mais tu as rencontré des juifs qui pensent comme toi sur ces sujets-là, j'imagine? Pas du tout. Non, j'ai plutôt rencontré des juifs qui étaient sionistes ou indifférents. Voilà. Mais plutôt ou sioniste ou indifférent. Mais je n'ai rencontré aucun qui partageait vraiment mes idées. Mais à l'époque, mes idées étaient tout à fait personnelles. C'est-à-dire, tu sais, les idées, tant qu'elles restent dans la tête, elles ne se développent pas beaucoup. C'est à partir du moment où je commence à les écrire, à travers des romans, à travers des récits, à travers des vidéos, qu'elles ont pris de la consistance, de la profondeur, du corps. Voilà. Donc en fait, mes idées étaient là, comme ça, presque d'une façon nébuleuse. Embryonnaires? Voilà. Pas embryonnaires, mais il aurait fallu les creuser. Voilà. Et par exemple, je suis reconnaissant à ces dialogues parce qu'elles m'ont permis, dans certains domaines, de creuser le truc pour approfondir. D'accord. Et ensuite, quand les réseaux sociaux sont apparus, tu es rentré dans l'arène. Voilà, bien sûr. Et à ce moment-là, ça m'a beaucoup aidé aussi, bien sûr. Ça t'a aidé, puis ça t'a fermé des portes aussi. Oui, bien sûr, mais de toutes les façons, ces portes-là m'étaient fermées de toutes les façons. Enfin, je veux dire, personne ne m'a jamais invité sur Europe 1 pour savoir ce que pense Jacob Cohen de la maçonnerie ou je ne sais pas quoi. Ou du sionisme. Aucun média. Non, par exemple, j'ai publié Les Noces du commissaire, par exemple, mon premier roman. C'est un roman un peu sulfureux quand même. C'est-à-dire sulfureux. C'est-à-dire qui allait à l'encontre des idées reçues. C'est quoi les idées reçues? Que les juifs au Maroc n'avaient aucun problème. Tout se passait bien. Sauf que, comme disait Lénine, les faits sont têtus, 99,5% des juifs sont partis.
je répète, 99,5%. Or, quand une minorité s'en va à ce rythme-là, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, et tu en parles très bien, avec beaucoup de talent dans le dernier chapitre. Or, j'en ai parlé dans les notes du commissaire, j'ai montré comment la classe d'affaires Fassi fait partir les Juifs, et pour ça, je n'étais pas du tout, je ne partageais pas la doxa officielle. Je vais lire un petit passage, effectivement, page 146. Voilà, il faut arriver à l'écrire, hein. Au moins c'est direct, c'est franc. J'ai été embrigadé à Meknes dans une organisation sioniste comme des milliers de juifs à travers le pays. Le but des sionistes était de déraciner les juifs du Maroc, les emmener là-bas pour peupler le désert et se sacrifier pour leur défense. Oui. Donc c'était de la chair à canon finalement. Bien sûr. Pour les sionistes. Oui. Et ce projet de Grand Israël. Oui. Tout en les méprisant. Parce que non seulement on les avait amenés pour ça, mais on les méprisait. Parce qu'on les considérait comme des Arabes. Ce qui est l'insulte suprême pour les sionistes de l'époque. Et tu as connu, tu connais par ta famille l'histoire de l'apartheid en Israël également. Oui, mais... Tu dis que toute ta parenté est partie s'installer en Israël. Ah oui, toute la parenté. Et parce qu'ils n'avaient pas les moyens, parce que, oui, à l'époque, j'allais souvent. Parce que la partie des Juifs qui est partie en Israël, c'est la partie qui n'était pas instruite, qui n'était pas diplômée, qui ne savait ni lire ni écrire, qui n'avait pas un métier de bureau, etc. Voilà. Donc qui a cru en ce grand rêve d'Israël ? Non, pas du tout. Ils ont été menés comme des moutons à l'abattoir. Ils ne savaient pas. Ils étaient complètement à côté de la plaque. C'était des gens qui vivaient dans la mentalité du Moyen-Âge. Alors que les Juifs qui avaient des diplômes, qui parlaient le français, etc., ils sont partis au Canada, ils sont partis en France. Ils ne sont pas tombés dans le piège sioniste. C'est un piège, tu dis. Ah oui, c'était un piège. Moi, j'ai découvert par la suite que c'était un piège, bien sûr. Et à l'heure actuelle, c'est toujours un piège. Ça a toujours été un piège, bien sûr. Et ça le sera toujours. C'est-à-dire, pas vraiment, parce qu'à l'époque, le piège s'adresse à des gens qui sont naïfs ou non instruits ou ignorants. Voilà. Un juif qui sait ni lire ni écrire, comme moi, un juif marocain, qui sait ni lire ni écrire, il ne connaît rien de l'histoire, de la géographie, etc. Bon, je vais passer sur des anecdotes qui montrent à quel point ils se font foutus de leur gueule. Mais elles sont amusantes. C'est vrai. Mais si ce n'était si triste. Mais par exemple, voilà, on voulait emmener des juifs du Maroc, on voulait les emmener dans le désert, dans des endroits désertiques. Donc, ma tante, par exemple, voilà, la sœur de ma mère. Voilà un exemple concret. Elle arrive en Israël et on lui dit « Où est-ce que tu veux habiter ?» Elle dit « Haïfa ». Pourquoi Haïfa ? Parce qu'il y a toute ma famille là-bas. Haïfa, c'est une grande ville. Il lui dit « Pas de problème ». Il déroule une carte d'Israël. Mais la pauvre tante, elle n'a jamais vu une carte de géographie. Elle n'a jamais vu. Pour elle, il lui dit « Regarde, Haïfa, Yokneam. Regarde, c'est à côté, c'est à 30 km. Regarde, c'est à côté. 5 minutes. Tu fais 5 minutes à pied tous les jours pour aller prendre le thé chez ta sœur. » Alors elle signe, il fallait signer. Parce qu'une fois que tu as signé, tu as un appartement qui est là-bas. Si tu veux habiter en ville, il n'y a pas de problème, tu as de l'argent. Donc elle a signé. Ils ont arnaqué des milliers de juifs marocains comme ça, pour les envoyer dans des endroits désertiques. Parce qu'en fait, il n'y a rien autour, finalement. Ça a été la désillusion complète. Ah oui, mais elle est arrivée, elle m'a raconté, il n'y avait même pas, les appartements n'avaient pas encore de porte et de fenêtre. Elle a posé ses affaires et elle a pleuré. Les pleurs du deuil, c'est-à-dire, enfin, à la manière marocaine, en se griffant les joues, c'est comme si c'était un deuil. Enfin, je veux dire, elle s'est rendue compte, mais c'était trop tard, voilà. Oui, la désillusion, la déception. Ah oui, oui. Mais il fallait vivre, voilà. Il fallait continuer à vivre. D'accord, donc ça a été riche d'enseignements pour toi et tu t'es dit non, je n'irai pas là-bas. Non, mais il m'a suffi de la première fois que je suis allé en Israël en 69 pour visiter ma famille, la société m'a dégoûté. C'était pas du tout la société qui aurait pu. En plus, à l'époque, j'étais à Paris. Puis je vois une société militarisée, agressive, primaire, enfin pas du tout polie et tout. Je dis mais c'est quoi cette société-là ? À Paris, c'était la douceur de vivre. Ah oui, mais j'étais étudiant. En comparant.
Ouais. J'étais étudiant en 67, 68, 69. Ah oui, d'accord. C'était une belle vie. Ah oui, c'est sûr. J'arrive en les années mecs parisiennes. portent des armes, enfin bon. Puis c'est très brut, c'est très brutal. Les rapports humains étaient déjà à l'époque très. Entre eux, très. Il y avait déjà cet apartheid que tu dénonces. Par rapport entre juifs et arabes. Non, à l'époque, je ne connaissais pas encore le problème arabe. Ah, d'accord. J'ai découvert par la suite. Mais l'apartheid que je dénonçais, c'était entre les juifs ashkénazes, les sionistes d'origine, et les juifs arabes, qui ont subi, déjà. Par exemple, le complexe colonisé, décrit par Albert Memmi. C'est quoi le complexe colonisé? Moi, je l'ai vécu en tant que maghrébin sous domination française. Il y a le seigneur français. Et pour moi, le français, dans les années 50, il me paraissait comme le grand seigneur pétri de toutes les qualités. C'est une forme de soumission volontaire, là aussi. Bien sûr, c'est ça le complexe colonisé. C'est-à-dire que le colonisateur te fait comprendre que ta culture n'est rien, que tu es une sous-merde. Voilà. Et que moi, le colonisateur, je suis le roi. Et pendant jusqu'à 20 ans, 22 ans, pour moi, c'était ça, ça le complexe colonisé. Et donc, et pour moi, le français, ils étaient tous, je considérais tous comme ils étaient tous beaux, riches, ils jouaient au tennis, etc. Et oui, c'est ça le complexe. Et ma culture ne valait rien. C'est-à-dire, j'avais honte d'écouter de la musique arabe. D'accord, tu mettais le colon sur un piédestal, on va dire comme ça. Mais ça, le complexe colonisé d'Albert Memmi. Ça, il a la peau dure et effectivement, il existe encore dans les foules, même en France. Oui. Les Français qui admirent l'oncle Sam, par exemple. Oui. C'est comparable. Bien sûr, mais à partir du moment, par exemple, quand on a ce soft power du cinéma américain. Oui. Rien qu'à travers ces films, moi j'ai vécu ça, les grandes stars de l'époque, Gary Cooper. Bien sûr. Il faut dire qu'ils ont une industrie puissante, ils savent fabriquer de la belle image. Ils savent y faire. Ah, ils savent très bien le faire, ça on peut pas leur enlever ça. Oui, non, ils sont... Tu dis aussi que la solution à 2 États, c'est une énorme arnaque. Ah oui, c'est une énorme... Tu peux expliquer pourquoi? Parce que, en une phrase, les sionistes ont décidé qu'il n'y aura jamais un État palestinien. Jamais. Donc, dès 1947, ils se sont arrangés. Même avant, il y a eu le plan de partage. Dès 1947, ils ont envoyé une délégation en Jordanie. À l'époque, ça s'appelait la Transjordanie. Ils ont rencontré la Transjordanie, à l'époque. Le nom officiel de la Jordanie, c'était la Transjordanie. La Transjordanie. Donc, c'est la Jordanie trans. Voilà. Qui est la trans... enfin bon... Oui, ça fait un drôle d'effet comme nom, mais je vois, d'accord. Donc, ils ont envoyé une délégation en Transjordanie, qui a rencontré le roi Abdallah. Elle lui a dit, écoute, nous, on va créer l'État juif, et toi, tu vas prendre la partie qui doit revenir à l'État aux Palestiniens. Et tu nous donnes quelques villes. Voilà. Donc, ils sont arrangés. Donc, dès le départ, le but fondamental du sionisme, c'est d'empêcher tout nationalisme palestinien de s'exprimer. Voilà. Donc, ils ont essayé. Pourquoi il y a eu les accords d'Oslo? C'est ça l'intelligence des sionistes. Ah oui. Oui, bien sûr. Parce qu'un autre pays, il aurait dit moi, je suis colonialiste, je tape jusqu'à ce qu'il. Non, pas du tout. Ils ont eu cette idée de génie. Les accords d'Oslo, on va vous donner l'illusion de commercer avec vous, d'avoir un État palestinien dans je ne sais pas combien d'années. Et malheureusement, Arafat, bon, j'ai pas le temps de se développer, il est tombé dans le panneau. Oui, Yasser Arafat. Il est tombé volontairement dans le panneau, on lui a pas monté, mais malheureusement, il voulait retourner sous les projecteurs. C'est quelqu'un qui était perdu, exilé en Tunisie. Il n'était rien. Et Rabin avait dit, on va sortir Arafat de son trou, et il va faire ce qu'on voudra que nous voulions. Voilà. C'était une bonne marionnette. Voilà, il a joué la marionnette. Mais les sionistes n'ont jamais eu l'intention, jamais. Donc c'est une arnaque, pourquoi? Parce que elle a permis de donner au monde entier l'illusion qu'Israël acceptait
une solution politique, etc. Mais on a vécu, évidemment, entretenu par des Macron, par tout le monde, mais cette illusion qui a permis pendant 20 ans à Israël de se développer tranquillement, de signer des accords commerciaux avec l'Europe. Par exemple, l'Inde n'avait pas de relations diplomatiques avec Israël. Elle les a établis après les accords d'Oslo, par exemple. Parce qu'il passait ce pays, on a dit, mais la plupart des pays savent que c'est une arnaque. Mais ils ne veulent pas le dire. Ça a permis de le normaliser, ces relations avec l'étranger. Voilà, ça a permis de normaliser des relations avec certains pays et de se donner une bonne image. Et bien une légitimité. Voilà, ça n'a duré qu'un temps. Mais c'est quand même 20 ans de gagner. De gagner, c'est ça. Voilà. C'est fort, hein, parce que tu en parles avec la communauté juive librement. Est-ce que tu peux justement avoir un débat d'idées là-dessus serein? Non, quand je parle avec des compatriotes, ils me prennent pour un fou. Un vrai, c'est-à-dire quelqu'un qui devrait aller se faire soigner. Ah oui, vraiment. Ah non, réellement. À part peut-être... Non, oui. Peut-être avec des intellectuels comme Michel Sibony. Ah oui, non, ça n'est pas de problème. Vous êtes rare. Oui, mais les gens, disons, du peuple, si on peut appeler ça comme ça, que ce soit de ma famille, ou par exemple des gens de ma ville natale. Donc, que j'ai rencontré quelquefois ici à Paris, etc., ou là-bas, au Maroc, ils me prennent pour un cinglé. Parce qu'il faut être fou pour avoir de telles idées, voilà. Tu es en lien avec d'autres intellectuels tels que Michel Sibony? Pas vraiment, pas beaucoup, non. Vous n'êtes pas nombreux, vous auriez pu vous réunir et faire porter vos voix respectives? Oui, c'est une façon aussi, mais peut-être moi je suis un solitaire, voilà, je réfléchis solitairement. Un auteur. Disons que je suis mal en... enfin, je suis mal, je dirais pas ça. Mais disons, même quand je rentre dans un groupe, je reste plutôt un peu vers l'extérieur, voilà. Je reste un peu en observateur. Disons, même chez les francs-maçons, j'étais un petit peu ça aussi, voilà. Est-ce que tu dis je ne suis pas croyant? Oui. Est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a permis d'avoir un tel recul sur ta communauté religieuse entre guillemets? Non. En fait, non. Le déclic, pourquoi je suis pas croyant au départ. Oui. Au départ, j'avais un père très religieux et qui me soumettait à la torture religieuse. Et à un moment donné, j'en avais marre. Ça y est, bien sûr, je subissais. Au Maroc, l'autorité paternelle était terrible. Alors, oui, puissante. Enfin, on n'imaginait pas, par exemple, même à 15, 16 ans, 17 ans, dire à mon père, ça va, fous-moi la paix, quoi. Enfin, c'est pas possible. On était soumis assez longtemps. Ah oui, non, c'est la... Jusqu'à quel âge? C'est la mentalité, jusqu'à 18, 19, 20 ans. C'est la mentalité patriarcale, enfin, de l'ancien temps. Par exemple, au Maroc, on embrassait la main du père comme on embrasse la main du rabbin tous les vendredis soirs. C'est un signe de respect, de soumission, etc. Et donc, ça venait pas à l'idée de dire fiche-moi la paix. Mais en moi-même, je me disais, dès que je serai indépendant, je jetterai tout ça par le... Voilà. La synagogue, Shabbat, ah oui, tout. Ah oui, Pécha, je voulais me débarrasser toutes les grandes fêtes religieuses, donc, tu ne les fêtes plus en fait. Ah oui, non, voilà. Et donc ça a été, au départ c'était ça. Voilà. Donc c'était une réaction de rejet à cause du père, etc. Et après, c'est devenu une conviction personnelle. Après, chacun a ses convictions, voilà. Mais le fait que tu sois pas pratiquant, justement, ça te permet peut-être en tant qu'intellectuel de pouvoir avoir ce regard plus acide, poil à gratter. Ah, c'est pas nécessairement, parce que par exemple, il y a un religieux qui s'appelle Yaakov Rapkin, qui a écrit la Torah contre le sionisme, quelque chose comme ça. J'ai rencontré d'ailleurs au Maroc et à Paris aussi. C'est quelqu'un qui est religieux, il porte la kippa et tout, et il se base, enfin, il se fonde sur les textes religieux pour combattre le sionisme. D'accord, donc religieux et antisioniste. Ah oui, ça c'est intéressant. Les institutions religieuses étaient à 95% antisionistes jusqu'en 1948. C'est là où
beaucoup de confusion. Parce que moi j'ai vu au Maroc, c'était religieux. Quand les sionistes sont venus s'installer dans le quartier juif, au Mella, on les a considérés comme des mécréants. Ils nous disaient attention, il faut faire attention à ces gens-là, etc. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas religieux. Et donc c'était un élément important dans leur, j'allais dire, Weltanschauung. En français? Ça veut dire la vision du monde. Voilà. La Weltanschauung, je crois que c'est un mot qu'on peut utiliser en français, entre guillemets. Oui, entre guillemets. C'est-à-dire parce que c'est la vision du monde. Voilà. C'est un mot qui est passé dans le... Enfin, je dirais pas dans le langage courant. Non, parce qu'on l'entend pas tous les jours quand même, faut être honnête. Mais disons qu'il m'arrive d'utiliser comme ça. Chez des intellectuels. Parce que c'est un mot qui est quand même, qui est assez précis, voilà. C'est-à-dire sa vision du monde. Voilà. Oui, il faut sa conception politique, etc. Il ne faut pas le traduire pour ne pas perdre son essence. Voilà, donc il y a beaucoup enfin, moi je le rencontre des fois les gens, les penseurs l'utilisent comme ça, voilà. Et ma dernière question, oui. Elle est poil à gratter, oui et non, mais beaucoup de liens ont été établis ces dernières années, à tort ou à raison, entre complotisme et antisémitisme. Qu'est-ce que tu en penses? À raison, c'est-à-dire en fait, le complotisme, il sert à quoi? Enfin, je veux dire, l'accusation de complotisme, elle sert justement à défendre la pensée dominante. D'accord, voilà. La pensée dominante, c'est-à-dire la pensée que défend l'État profond. Voilà. Bon. Par exemple, l'État profond n'avait pas intérêt à ce qu'en 1963, les gens disent que Kennedy a été assassiné par la CIA et le Mossad. Donc, on a inventé le complotisme pour lutter contre cette idée. Bon. Pour l'étouffer. Voilà. Maintenant, comme l'antisémitisme est devenu l'arme préférée du lobby et du système actuel, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'antisémitisme, c'est comme si on touche à quelque chose, au sacré. D'ailleurs, tout ce qui relève de près ou de loin, ou de très 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 loin à l'antisémitisme, par exemple l'antisionisme, etc., ou bien par exemple, une fois, je crois que c'était Jean-Marie Le Pen qui avait utilisé le terme fourné dans une phrase, il a été attaqué en justice. Alors que fourné, ben voilà. Mais, donc, le complotisme aujourd'hui, il répond juste, ou bien par exemple, lorsqu'il y a eu la fameuse pandémie, la pandémie était l'arme de l'État profond. D'accord? Et donc, le complotisme est venu défendre contre l'idéologie, contre toute intrusion critique. Donc on sort le gros bâton qui est le complotisme. Alors, quand il y a eu le film, il y a eu un film en 2022 ou 2023 qui s'appelle Hold Up. Voilà, Hold Up. Ah oui, il a été traité d'antisémite, alors qu'il n'y avait absolument rien d'antisémite. Qu'a fait Libération le lendemain. Oui. Il avait dit complotiste. Oui. Donc en fait, c'est un terme qui sert à défendre ce que l'État cherche à défendre le plus, ce qui lui paraît le plus sacré ou le plus intouchable. Et là, il sort vraiment la grande, c'est la bombe atomique ou la bombe nucléaire, pour empêcher toute critique. Et on l'a vu avec, par exemple, avec le Covid et les suites, dès qu'on touchait à quelque chose, hop, complotisme. Et le complotisme, c'est l'arme absolue qui défend l'objet le plus précieux de la société, qu'elle considère comme le plus sensible ou qui doit être le plus protégé. Et aujourd'hui, bon, à part le Covid, etc., bon, c'est le climat, l'Europe et l'antisémitisme. Finalement, c'est un mot qui empêche tout débat. Dès qu'on sort la carte complotiste ou antisémite, ça paralyse celui qui reçoit cette accusation, finalement. Ben oui, dès qu'on sort le mot, on n'a plus besoin d'expliquer, on n'a plus besoin, il n'y a même pas de débat. Par exemple, ils disent, pour refuser un débat, pourquoi ils refusent un débat, par exemple, sur le, comment il s'appelle,
celui qui est passé en jugement pour son négationnisme, Vincent Renoir, par exemple. Renoir, Vincent, oui, tout à fait. Combien de fois il dit un débat? Non, on ne discute pas, même un débat, on ne veut pas. Donc, même un débat dans lequel il aurait tort, mais justement qui serait l'occasion de lui prouver que, je ne sais pas s'il a tort ou raison, mais qui pourrait prouver qu'il a tort ou lui mettre le nez dans ses contradictions, par exemple. Il ne faut pas qu'il y ait un débat, voilà. Il n'y a pas de débat possible. Donc en fait, c'est entouré de toutes sortes de protections, et donc c'est ça qui fait en sorte que la défense d'Israël, de la communauté, etc., elle rentre dans cette perspective. Même aux États-Unis d'ailleurs, aux États-Unis qui sont connus pour avoir l'article, un article pour la liberté de parole, ils vont le modifier, ou ils l'ont modifié. Le premier amendement de la Constitution américaine. Ils vont le modifier pour protéger les Juifs et Israël. Mais parce que c'est dans l'air du temps. C'est pas, il n'a pas une valeur absolue. Dans 10 ans, je pense que même dans quelques années, le peuple juif, je ne sais pas si les Juifs pourront vivre normalement aux États-Unis, tellement il y a un raz-de-marée anti-israélien et un petit peu antisémite qui est en train de déferler sur l'Amérique, et on connaît leur extrémisme, leur jusqu'au boutisme, et donc, article 1 ou pas, les sionistes vont trinquer, les juifs aussi. On ne peut pas bâillonner une bouche, finalement. Le pire, c'est de bâillonner une bouche et de faire monter la colère. Oui, bien sûr. En fait, ce livre est vraiment un hymne au débat et à l'amour de la liberté de parole, de pensée. Dans un cadre légal, bien sûr. Il n'est pas question de tolérer les insultes, le racisme débridé, etc. De façon légale. Je crois que je me suis jamais... j'ai pas essayé de me retenir alors qu'il y a un dialogue, c'est-à-dire les protagonistes vont au fond de leur pensée, voilà. Oui, ils sont libres. Et donc il n'y a pas de... Voilà, je les ai pas limités... Et ils parviennent à débattre jusqu'au bout, en plus. Tout à fait, ben oui. Ce qui est plus compliqué aujourd'hui, ces dernières années, on l'a observé. Ah non, mais de toute façon, dans la réalité, ça m'étonnerait qu'on puisse arriver à des débats aussi ouverts. Il y a eu des périodes où c'était possible. Par exemple, je ne sais pas si les gens se souviennent, il y avait une émission qui s'appelait Le droit de savoir. Je crois que c'était le droit de savoir. Droit de réponse. Non, Michel Polac. Voilà. Ah, Michel Polac. C'est des droits de savoir, non? Ben, je crois que c'est droit de réponse, je crois. Où les gens finissaient enfumés dans la fumée de cigarette et les gens se tapaient dessus, mais c'était un cirque. Non, mais c'est pas grave. Il y avait la joyeuseté et le bonheur de débattre. Les gens se parlaient. Il n'y avait pas de sujet tabou. Non, du tout. Et par exemple, aujourd'hui, c'est impossible de faire. Là, on le voit plus dans les grands médias, en tout cas. Ce que disait Coluche. Sur les homosexuels, sur les juifs, etc. Des proches, par exemple, quand il commence un sketch en disant, on me dit qu'il y a des juifs dans la salle. Oui. Aujourd'hui, le grand sacrifié, qu'on aime ou pas son humour, c'est Dieudonné, finalement. Et ils le poursuivent à coups de décret. Et finalement, ils auraient mieux fait de le laisser s'exprimer tranquillement. Mais non, parce que nous sommes passés dans une société où ceux qui détiennent le pouvoir ne veulent pas qu'il y ait cette brèche. Par exemple, quand Faurisson, au début, il a commencé à parler des chambres à gaz. Faurisson, le négationniste. Oui. Faurisson, au départ, il ne s'intéressait pas aux Juifs, ni aux chambres à gaz. Faurisson était un prof d'université spécialisé dans l'authentification des textes. Ah oui, d'accord. C'est sa spécialité. Et donc, il est arrivé, je ne sais pas comment, je me souviens plus comment il l'avait raconté, il est arrivé au texte sur les chambres à gaz. Et il s'est dit, ça me paraît bizarre quand même. Et donc il a écrit un article sur 2 pages pour Le Monde, en 119, je crois, comme ça. Et Le Monde l'a publié. Sans souci. Bien sûr, parce que c'était l'époque où le débat était ouvert. C'est-à-dire, nous étions une société qui acceptait le débat. Mais à partir du moment... Pourquoi le débat a été fermé quelques mois après? Parce que une certaine communauté qui n'a pas envie
que son totem d'immunité soit ébranlé, Oui. a dit si on commence à... si on rentre dans est-ce que c'est vrai ou pas, etc. Mais ça risque de... On va perdre notre totem d'immunité. Et donc... C'est un réflexe d'autodéfense. Oui, puissant. mais du suprémacisme à la limite. C'est même pas d'autodéfense, parce qu'à la limite... S'ils étaient attaqués tout vraiment... le monde te donne l'autodéfense. Tu veux te défendre, défends-toi. Si tu es vraiment attaqué. Voilà. Non, ok, ils se sont sentis attaqués par les articles. Ben, défendez-vous. Voilà. Mais, comme ils ont le pouvoir, un certain pouvoir, donc ils ont réussi. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que on est en 1980. Les Sayanim existent depuis 1959. D'accord ? Donc, depuis 21 ans, la communauté juive s'est organisée, entre autres, avec cette organisation secrète qui, obéissant aux instructions du Mossad, qu'on appelle les Sayanim, qui sont des milliers, qui sont bien infiltrés dans la société. Des gens qualifiés souvent. Voilà, qualifiés, et qui se sentaient avoir le pouvoir d'imposer leur point de vue. Imposer leur point de vue, pas de manière légale, libre, publique. Non, nous avons le pouvoir de vous faire taire. Voilà, on ne veut pas. Et donc ils ont inventé, enfin ils ont poussé à la loi Guesso. C'est-à-dire ce sujet n'a pas lieu d'être. Voilà, point barre. Et c'est ça la différence. Qui aurait pu devenir d'ailleurs la loi Yadan, récemment. Par exemple. Parce que, oui. Mais, et donc, à partir du moment... Pourquoi ça se passe aux États-Unis aussi? Parce que c'est là-bas, la communauté est très forte. C'est-à-dire, elle fait même pas 1% de la population, enfin, je ne sais pas combien, 2%, mais elle est suffisamment bien infiltrée, elle a suffisamment infiltré toutes les instances de pouvoir, comme en France. Mais, par exemple, Trump a eu des gros mécènes juifs. Bien sûr. Il disait, oui, bien sûr. Et il n'est pas le seul, d'ailleurs. Oui. Pour les campagnes politiques, je précise. Et puis, ils le font ouvertement, là-bas. C'est-à-dire, par exemple, vous avez la famille... Adelson non, Allison, je crois. Ceux qui ont... Il y a le père et le fils qui ont Oracle, qui possèdent Oracle. Ah oui, d'accord. Qui sont à peu près, je crois, la 4e, 5e fortune mondiale. Mais ils l'ont dit carrément. Au mois d'octobre l'année dernière, ils ont racheté TikTok Amérique pour la purger de toutes les vidéos sur Gaza. Sur Gaza? Oui, bien sûr. Donc, alors TikTok pratique une censure puissante. Moi j'en ai subi une très récemment. C'est puissant. Ouais. Bon. Ils ont racheté Paramount. Ils ont racheté 2 chaînes de télévision, enfin d'information, CBS et une autre. Mais ouvertement, ils ont dit voilà pour faire passer le discours dominant, israélien, le nôtre. Voilà. D'accord. Donc en fait, c'est une manière d'acheter l'opinion publique. Oui, et donc en fait là on revient, si tu veux, le complotisme fait partie, il rentre dans ce schéma. Oui, c'est des gens qui sont capables de dénoncer ça. Voilà, où il y a une domination. Ils sont capables de dénoncer ça, et donc c'est pour ça qu'on les confond aussi avec les antisémites. Voilà. C'est une manière de les faire taire. Ouais. Moi, par exemple, quand j'ai publié, quand le Printemps des Sayanim est sorti, ma page Wikipédia a été, enfin quelqu'un l'a dit, le livre de Jacob Cohen est un livre, je ne sais plus, antisémite ou je ne sais pas quoi. Enfin, le truc habituel. Tu as été sali. Oui, par comment il s'appelle celui qui, enfin le grand, fact-checker. Oui, un grand fact-checker. Julien Pain ou Tristan Mendes France. Voilà, non, un autre, bon. Rudy Reichstadt. Voilà. Il m'a eu tout de suite, enfin très vite, hein, il m'a sali ta page. Voilà. Il a fait du character assassination. Et il m'a toujours comment dire, caractérisé ainsi, voilà. Et donc en fait, pourquoi? Parce que aujourd'hui, ils peuvent le faire, ils ont le pouvoir. Oui. Dans les années 30, ils n'auraient pas pu faire fermer la gueule à Céline. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une période où ils ont le pouvoir. Donc, mais rien n'est éternel. Voilà. Il faut leur dire. Voilà. Petit clin d'œil.
Eh oui, mais en général, la sagesse n'est pas la chose la mieux partagée, surtout quand on a le pouvoir. On est insensible aux paroles de sagesse et de modération, parce qu'on se croit tout permis et on croit que ça va durer éternellement. On ne résiste pas à la tentation d'en abuser. Voilà. Et donc on refuse tout compromis qui pourrait sauver, etc. On connaît le schéma. Voilà. Donc on peut recommander ce livre. Qu'est-ce que tu dirais pour conclure aux auditeurs, pour qu'ils courent acheter ce livre qui est plein à la fois de sagesse, d'humour, facétie. Bon, ça c'est finalement ton qualificatif le plus personnel et le plus idéal. Oui, j'ai un ton un petit peu assez sarcastique, un peu mordant. Donc là-dedans, on peut retrouver de la liberté d'expression. C'est un bol d'air pur. Ouais, voilà, d'air frais, d'air pour sortir un peu de l'angoisse, un peu de l'enfermement idéologique. Et j'ai l'impression que maintenant, beaucoup ressentent une espèce d'impasse, voilà, d'impasse intellectuelle, d'impasse spirituelle, on ne sait pas comment en sortir, etc. Moi, j'ai l'impression que à travers mes dialogues, parce que je reconnais, moi je suis individualiste, c'est-à-dire je pense que l'individu ne se sort que par lui-même. Voilà. Bien sûr, il peut le faire avec d'autres, il aura l'occasion, enfin, s'il est en groupe, etc. Tu le responsabilises. Mais le vrai salut, il vient de soi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, j'essaie dans ces dialogues, que ce soit en politique, que ce soit, par exemple, le couscous du vendredi, ou si Dieu existe, etc. J'essaie de montrer, ou j'essaie d'indiquer que l'individu cherche plutôt, il doit ou devrait chercher, il trouve son salut en lui-même, voilà. Et il peut le faire, c'est-à-dire l'individu peut bénéficier de certains apports spirituels, intellectuels. Moi, un exemple qui me vient à l'esprit, et j'aimerais le donner comme conseil. J'aime pas les conseils, mais une suggestion. Ouais, quoi. Moi, j'ai découvert la musique classique presque à l'âge de 30 ans. Parce que je venais du Mélave, qui c'est qui écoutait la musique classique, etc. Enfin bon, bref. Et puis, pour moi, ça a été une découverte extraordinaire. Mais la musique classique, comme je dirais par exemple la bonne littérature aussi, elle apporte à l'individu énormément de choses. C'est-à-dire une espèce d'apaisement, de moments de réflexion, de l'inspiration, et ça lui donne une force. Et donc, il serait dommage qu'on a cette richesse, par exemple la musique classique, ou la bonne littérature. On a cette richesse qui est disponible gratuitement. Elle est là, et c'est dommage de ne pas en profiter parce que c'est ça qui donne cette force à l'individu. Donc l'individu se renforce avec ça, on lui donne des possibilités. Il y a les vitamines habituelles, mais il y a les vitamines de l'esprit, de la joie, se balader dans un parc en écoutant les oiseaux et le silence. Moi, j'ai certaines idées que je n'ose pas exprimer ici, mais c'est pas grave. Mais donc, c'est un peu, pour moi, l'individu, même s'il est entouré, la famille, etc., il est livré à lui-même. C'est-à-dire, et quelle que soit sa position, il doit chercher à se renforcer, à s'équilibrer, à trouver ses moments d'évasion. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, on est mal, on ouvre un bon bouquin, on s'assoit quelque part, on écoute une bonne musique, pas du... Et je crois qu'on voit les choses différemment. En tout cas, ça apporte un petit quelque chose. Voilà. C'est pas la solution idéale. Et puis, on gagne, c'est surtout gagner en relativité. Bon, peut-être aussi, moi j'ai un certain âge qui me fait penser comme ça.
Mais si je peux faire profiter de cette pensée, quelqu'un qui est plus jeune et qui cherche un petit peu à... Mais moi, je pense qu'il faut cultiver son indépendance d'esprit. C'est bien d'écouter des gens, des maîtres. Il y a des maîtres. Hein. Moi, je me reconnais comme maître, par exemple, Céline, Bukowski et d'autres. Mais c'est bien de prendre de la distance et de se dire, voilà, moi, à mon niveau, je pense comme ça, etc. Trouver quelque chose en soi. C'est-à-dire ne pas trop... se soumettre à ses maîtres. Voilà. Bon, moi, par exemple, il y a une chose qui m'intrigue, entre autres, parce que je fais un dialogue dans le nouveau truc, un dialogue sur... Le nouveau roman qui est en cours. Ouais. La soumission, par exemple, je prends un parti politique souverainiste, bon. Je dis pas lequel, et il y a, mettons, 20 000, 30 000 adhérents qui ont tous presque, j'imagine, bac plus 4, plus 5, plus 8, et qui sont là pour le décor. Je suis désolé, moi je le vois comme ça. Hein. Ces gens travaillent pour le chef. Ils croient travailler pour une idéologie, c'est pas vrai. Ils travaillent pour le chef. Et donc, moi j'ai envie moi, en tout cas, il y a quelque chose en filigrane dans mes discours ou dans mes dialogues, etc. Bon, c'est vrai que j'ai développé un sentiment d'anarchie assez... Je suis d'accord avec Simone Veil, la philosophe, qui dit qu'appartenir à un parti politique, c'est de toute façon toujours une forme d'aliénation. Bien sûr, bien sûr. Donc on n'en sort pas, en fait. Bien sûr. Et tout donc, ton côté solitaire, finalement. Pour être vraiment insoumis, il faut être relativement solitaire. Oui, oui. Et donc, mais en même temps, je le dis, mais je sais que ce que je dis va toucher quelques personnes. Mais c'est toujours ça de gagner. Oui, mais parce que je ne sais pas, l'humain aussi a besoin de ça. Et pourtant, ce sont des gens qui sont costauds sur le plan politique, etc. Je donne une illustration. Lorsqu'il y a eu l'affaire de... bon, on peut le citer puisque devenu aujourd'hui, j'ai vu la nouvelle, le parquet a supprimé le non-lieu à propos de l'affaire d'Asselineau. Asselineau, François Asselineau, oui, tout à fait. Donc il y a eu une affaire de mœurs, je crois. 2018-2019. Tout à fait. À l'époque, si les gens s'en souviennent, moi je m'en souviens très bien. Pourquoi ? Parce que il y a eu une tentative de putsch au Bureau national. Je ne sais pas si ça s'appelle le Bureau national, le Conseil national, enfin. Et c'est là, par mégarde, j'ai appris qu'il y avait un grand économiste là-bas. Qui était, je me disais, c'est pas possible, on n'a jamais entendu parler de lui au sein du mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui acceptent d'être là et de ne jamais s'exprimer, même dans le domaine où ils sont. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des compétences en écologie, en finance, etc. Mais ils se la ferment. Voilà. Parce que seul le parti est incarné fortement par une personne, le président. D'accord. Et à l'époque, il y a eu quelques... je me rappelle d'une phrase de Mao Tse-tung, que 1000 fleurs s'épanouissent, je sais pas, c'était dans les années 60. Oui. En fait, c'était une invitation de Mao Tse-tung à la jeunesse de s'exprimer librement, enfin, bon. Pour l'épanouissement personnel. Non, pour l'épanouissement collectif, c'est-à-dire pour enrichir le débat, que 1000, j'ai oublié le texte, c'était que 1000 fleurs s'épanouir, je sais pas, quelque chose comme ça. Dis-le à ta façon. Bon. Et donc il y a eu, je me souviens, c'était en 2018-2019, il y a eu une dizaine de cadres de ce parti qui ont fait des vidéos. Et entre autres d'un certain Mathias, qui habitait une ville de province, je ne sais plus laquelle, et qui avait dit, voilà, j'ai 35 ans, j'ai donné 8 ans au parti pour rien. C'est-à-dire maintenant je quitte,
Donc tout ce que j'ai fait pendant 8 ans, j'ai sacrifié ma carrière professionnelle, ma famille, tout le temps que j'aurais pu consacrer à autre chose. J'ai donné au parti et tout ça pour pour partir sans été désabusé, etc. Et malheureusement, ce qui s'était passé à l'époque, moi j'ai cru qu'il allait y avoir justement ce mouvement, cette régénérescence de la parole, du débat, etc., que cette dizaine de militants allaient faire des vidéos, lancer des débats. Pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, à mon avis, c'est pas qu'ils ont été menacés ou conditionnés ou pas. Non, mais je crois qu'ils n'ont pas eu l'idée ou peut-être le génie de le faire ou l'inspiration. Ce que tu regrettes également, c'est que le destin de tous ces militants, compétents ou peu compétents, peu importe, ou très compétents, c'est qu'ils tiennent au destin d'une seule personne. Oui, un destin même judiciaire d'ailleurs, en l'occurrence, dans le cas de François Asselineau. En même temps, c'est-à-dire ce sont... Moi j'ai envie de dire aux gens, au lieu de suivre... Ok. Une seule personne, un maître, le grand maître. Ok, vous pouvez suivre D'accord. Vous lui envoyez Moi, je me suis inscrit au Patriote, par exemple. Une fois, bon, je me suis dit, tiens, je vais les aider. Oui. Comment je vais faire? Pour tester. Donc, je me suis inscrit au parti. J'ai dit, bon, ça va leur faire un petit peu en plus et une cotisation. Mais je ne suis jamais allé. Ouais, non, moi, jamais, parce que j'avais envie de garder ma liberté. Voilà, moi, donc ils me contactaient pour aller faire du tractal. Puis après, l'adhésion terminée, ils ont voulu me relancer. Et oui. En tout cas, je leur disais non, ça m'intéresse pas. Et là, à un moment donné, je leur ai dit attention, là ça devient du harcèlement. Donc ils ont arrêté. Et donc non, le message que moi j'ai envie de lancer, c'est que apprenez, ok, vous aimez le souverainisme, mais il n'y a pas de souci. Donnez un chèque, mais gardez votre autonomie intellectuelle, spirituelle, du temps. Le temps, c'est quelque chose de fabuleux. Le temps de lire ce que vous avez envie de lire. Voilà, il n'y a pas question de vous imposer des trucs, etc. Et donc, bon, moi, c'est vrai que je suis très sensible à l'anarchie, à la pensée anarchie. D'ailleurs, j'ai fait un dialogue qui s'appelle Les Anarchies. Et c'était ni Dieu ni maître. Et donc, moi, s'il y a une chose que j'aimerais qu'il passe aussi, entre autres, un peu cette idée que chacun doit se prendre un peu en main, voilà. C'est-à-dire, ok, il n'y a pas de doute, il y a des penseurs, moi je suis beaucoup de gens, je les regarde, etc. Et mais tu te nourris d'eux, mais voilà, tu ne te soumets pas, tu n'en perds pas ta personnalité et ta pensée propre. Très bien, et je peux très bien aller voir un autre, etc. Des fois on me dit comment tu écoutes, par exemple je me souviens, dans les années 90, j'avais découvert Radio Courtoisie. J'adorais ça tout de suite, parce que j'aimais beaucoup ce ton, par exemple de Beketch. Ou bien Emmanuel Ratier. Mais les gens avec qui je parlais me disaient, mais tu es fou, tu imagines, l'extrême droite, etc. Et donc, c'est dommage que les gens s'enferment dans des considérations comme ça. Des étiquettes. Voilà, des idéologies, alors que il faut être libre, voilà. C'est ce que tu conseilles à la jeunesse. Voilà, il faut être libre. Il faut se renforcer intellectuellement, spirituellement, en prenant par-ci par-là, en développant son jardin secret, comme on disait à l'époque, et ne pas se livrer ni à une... Voilà, garder son autonomie. Voilà. Reprendre le pouvoir, comme on dit. Et l'autonomie, c'est un très joli mot. Oui, son autonomie. Merci beaucoup. Merci à toi, Jacob. C'est avec un grand plaisir.